Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première formation, présentation où on va présenter les 4 principes organisationnels fondamentaux en hygiène de salubrité. Avec moi, j'ai Bruno Dubreuil, le coordonnateur hygiène de salubrité à l'Institut de cardiologie, m'a dit Philippe Pinel. Gaétan Lantier de l'ALEMA qui se joint à nous en tant que partenaire. Selon à votre plateforme, vous avez un module clavardage. On verra durant la formation ou à la fin, si on a du temps, on répond ou on les mettra peut-être sur notre site, les questions et les réponses. Donc, c'est un début. Gaétan? Tu voulais parler, oui. Oui, de la 8e journée. Aujourd'hui, c'est la 8e journée provinciale en hygiène de salubrité. Une journée dédiée à la promotion de la reconnaissance d'un service essentiel. Donc, en cet événement, on avait pensé faire de quoi pour nos gestionnaires, où on travaille fort pour reconnaître nos employés, mais aussi les gestionnaires. Donc, c'était le but un peu aussi de cette formation de présentation. C'est de vous reconnaître dans votre day-to-day de ce que vous faites pour nos équipes et nos patients. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est le premier webinaire de formation organisé par la HSS. Et puis, dans le fond, moi, je suis fier de me joindre à eux. L'ALEMA, on est membre corporatif. Puis, on participe au colloque depuis de nombreuses années aussi. Et dans le fond, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'approche, c'est de faire une nouvelle façon d'approcher les membres et de transmettre et partager le savoir, dans le fond, ce qui est super important. C'est aujourd'hui aussi le premier webinaire d'une série qui va être entamée. Et aujourd'hui, la plateforme ou de la façon qu'on a décidé de procéder, c'est de travailler dans une discussion à 3, donc avec moi, Bruno et Alain. On va parler justement des 4 sujets qu'on a ici, qu'on a appelé les 4 principes organisationnels fondamentaux en hygiène et salubrité. Et on va donc voir le sujet de la mission, vision, valeur, des rôles et responsabilités, de l'infrastructure, on va revenir pour vous expliquer en détail qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là, et les actions et décisions, en quoi ce sont 4 principes qui sont essentiels. On va commencer, dans le fond, avec le premier, qui est mission, vision, valeur. Puis moi, je commencerai avec une question pour toi, Bruno, dans le fond, qui dit, tu sais, mission, vision, valeur, on entend parler de ça, même dans les entreprises privées et dans les organisations institutionnelles. Mais moi, ce qui m'importerait de savoir, c'est comment est-ce qu'une mission, une vision et des valeurs, on est capable de mettre ça de façon pratique au quotidien. Il ne faut pas que ça reste des mots en l'air. Mais dans le fond, c'est sûr qu'une des façons, c'est de le faire vivre à travers les activités, puis surtout, vu qu'on a une hygiène de salubrité, on ne se cachera pas, c'est les employés. Donc, au quotidien, eux autres, il faut qu'ils soient capables de refléter cette mission ou ces valeurs-là. Une des choses qui est importante, selon moi, c'est de comprendre en partant que notre rôle, c'est de faire du ménage. On a à nettoyer, c'est à nous autres à désinfecter, c'est notre rôle premier. Il peut y avoir du nettoyage qui se fait dans d'autres conditions pour d'autres types d'emplois, mais pour nous autres, l'hygiène, c'est notre rôle. Il faut que les gens soient fiers de ça, de reconnaître que c'est leur mission à travers leurs tâches, d'avoir un environnement propre, sécuritaire et sain. Ça, pour moi, je pense que c'est quelque chose que s'il se reflète à tous les jours au niveau des employés, on le voit dans le contexte organisationnel. La mission, elle transcende tout ça. Il faut qu'elle soit visible, il faut que ça lui parle, il faut que l'équipe adhère. Et c'est là, dans nos communications et nos choses qu'on déploie à même notre service, il faut qu'elle soit vue, connue. Il faut un peu marteler le message en même temps, que ça ne soit pas dans le cloud, puis que qu'ils savent ou n'entendent. C'est nébuleux. Ils l'ont entendu un petit peu parler. C'est un slogan. Une réunion, ça a duré 2 minutes, puis ils n'ont plus vraiment entendu parler. Il faut qu'elle soit. Je pense qu'il faut que le message soit martelé. Ça va un peu avec la fierté, ça se peut-tu? Parce que moi, je pense que si je me mets dans la peau du préposé, c'est le simple geste. Je vois quelque chose, je vois un papier à terre, je le ramasse, parce que ça fait partie de mon service, ça fait partie de ma mission et de ma vision.
de garder mon hôpital ou mon centre de santé propre. C'est bon, ça? Ça va être l'image. Ça va être l'image. Par contre, il y a une nuance qui est importante, c'est que, contrairement à ce que j'ai dit en intro, c'est que ça ne veut pas dire que tout est à nous autres. Puis dans n'importe quel contexte, puis à n'importe quel prix. Oui. Dans le fond, on sait très bien que les zones grises, c'est un des enjeux. C'est de reconnaître que on a à faire certaines tâches de nettoyage, mais on ne peut pas tous les faire tout le temps, puis ça ne nous incombe pas nécessairement. On ne peut pas les faire non plus n'importe quand. Exact. C'est ça. N'importe comment. Ou n'importe comment non plus. OK. Dans le fond, ça c'était le premier petit point. Dans le fond, après ça, je pense qu'une des choses qui découlent de ça, mais là, ça va être les rôles et les responsabilités. Comme je disais, si les gens sont capables, à travers leurs actions, leurs activités, de transiger la mission, bien, il faut savoir, quelque part, c'est quoi les rôles et les responsabilités de ces gens-là. C'est là qu'ils vont pouvoir se l'approprier. Toi, Gaétan, comment tu vois ça, la définition des rôles et responsabilités d'un service d'hygiène? Je vais faire ça en blague, mais j'ai une diapositive qui en parle, justement. Mais un des premiers éléments, sûrement par rapport à ça, c'est, bon, pour savoir c'est quoi les rôles et les responsabilités, on va commencer par regarder qui ça touche. Okay? Donc, c'est qui les acteurs dans ce domaine-là? On commence par regarder, on peut commencer par se regarder nous-mêmes et dire, notre service, c'est qui les acteurs? Il y a évidemment les préposés à l'hygiène et la salubrité, c'est les personnes qui font l'ouvrage, c'est les autres qui sont sa job, c'est les personnes qui ont un rôle super important, puis des responsabilités aussi. Puis, dans le même ordre d'idée, les chefs d'équipe, ils vont être là pour aider sur le terrain direct, des fois, de prendre des décisions qui vont être live, puis qui vont vraiment faire en sorte que l'ouvrage va être fait. Au niveau de l'équipe de gestionnaire, on va inclure, ça part du coordonnateur, du chef de service, du chef de section, même des contrôleurs qualité et des superviseurs. C'est eux autres qu'il va falloir que tout leur rôle et leur responsabilité doivent être bien définis par écrit, puis compris aussi, puis communiqués. Et tout ce monde-là travaille, dans le fond, dans un environnement qui est, on va dire, par exemple, l'hôpital. Donc, c'est qui leur partenaire là-dedans? C'est sûr que tu as tous les autres qui transigent, tout le personnel de soins, tu as tous les gens à l'interne, c'est ça. Et c'est avec eux autres, donc, on va devoir partager les tâches comme il faut. Tu as mentionné zone grise tout à l'heure, c'est là aussi qui revient, dans le sens que il faut vraiment départager les tâches claires et bien définies. Clairement et bien définies. Puis finalement, un autre partenaire qui existe, c'est les partenaires. Je vais les appeler les partenaires externes, que ce soit les fournisseurs ou les consultants, ou il y en a peut-être d'autres, mais l'idée dans tout ça, et le mot-clé est partenaire, puis on l'a repris encore en disant, mais c'est un partenariat qui est important de créer avec vos fournisseurs ou vos consultants, parce qu'on va pouvoir vous offrir un rôle de support. Je dirais même, on parlait même l'autre fois de veille technologique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que des fois, les innovations, les entreprises, on va travailler à faire des nouvelles innovations, bien, n'importe. On a le goût de vous en faire profiter. Pourquoi? Parce que on le voit avec l'hypothèse de base que ça va vous aider dans tout ça. Je pense. C'est clair qu'on a besoin un peu de cette interaction-là, parce que si vous autres êtes sur le terrain de développer, puis nous, on est sur le terrain de l'appliquer, dans le fond, c'est en s'associant, en travaillant ensemble, qu'on peut trouver ce genre de mariage-là qui est bénéfique pour tout le monde, parce que tourner en rond, puis d'essayer de trouver des solutions par nous-mêmes, souvent, c'est pas assez. Il faut aller à l'externe. Oui. Oui. Ben, comme partenaire aussi, il y a d'autres chefs de service dans d'autres organisations. Oui. Il y a le HSS, il y a le forum de discussion où on peut demander des deuxièmes avis. Je regarde pour les veilles technologiques, ben, c'est toujours bon d'avoir un autre point de référence, de voir des comparables. Il y a un paquet de nouvelles technologies, mais des fois peu connues ou moins connues. Donc, de demander des deuxièmes avis, de partager ces connaissances-là, ça a toute son importance dans les partenaires externes. Oui. Moi, j'ajouterais juste avant, pour les partenaires à l'hôpital, on parle souvent de partager, mais aussi, ça revient à la mission. Si tu acceptes que ton rôle, c'est de désinfecter, nettoyer, bien, nous, on doit découler aussi nos activités de leur mission à eux. Puis ça, c'est changeant. Dans le temps, ça a été modulé.
on partait de faire du ménage à maintenant faire de l'hygiène de salubrité, bien, c'est pas pour rien, c'est parce que les soins, ça l'a changé. Fait que nous aussi, il faut s'ajuster, il faut que notre devis s'ajuste en fonction de ça. Puis nos rôles et responsabilités, bien, on l'a vu, là, dans le temps, ça a évolué beaucoup. Et on est considéré plus comme de faire partie intégrante de l'épisode de soins du patient. Tu sais, bien souvent, dans certains centres, les seuls contacts à peu près qui ont les patients, c'est avec souvent notre gars ou notre fille de salubrité qui passe à tous les jours et qui a une interrelation. Donc, on fait vraiment partie de l'épisode de soins du milieu de vie où on peut le nommer sous différentes... Que ce soit avant que le patient arrive pour que le ménage soit bien fait, que pendant le séjour, puis qu'à la fin, surtout aussi, pour faire la place au suivant. Dans le fond, c'est vraiment un cycle. Hein. OK. On avait un exemple aussi qu'on voulait donner par rapport au rôle et responsabilités. Je pense, Alain, c'est toi qui vas peut-être en parler un peu plus. Disons, on prend juste parler de la tâche des audits de qualité quand on parle d'avoir de quoi de défini. Donc, chaque acteur a à quelque part un rôle à jouer, que ce soit le coordonnateur, le chef de service, au superviseur, au chef d'équipe. On pourrait l'amener même à l'employé qui exécute la tâche. On pourrait y refaire une boucle il doit avoir une rétroaction. Il faut que les attentes soient claires. Mais, souvent, on fait des audits, mais est-ce que les attentes de qualité envers l'équipe sont bien définies et claires, puis connues de toutes? Et souvent, elles ne devraient pas être négociables, les attentes. On a un standard, dans notre mission, on est là pour faire du ménage, on est là pour protéger notre clientèle. Donc, ce standard-là, il faut qu'il soit connu et que ça soit dans la fibre de l'équipe. Ce n'est pas à géométrie variable. Ce que je m'en allais rajouter, c'est cet exemple-là, c'est un exemple d'une tâche, puis dans lequel on met transversalement tous les acteurs. Mais chaque tâche comme ça, tu peux reprendre cette tâche-là puis définir, OK, et puis, on t'a parlé du préposé, puis je pense que tu pourrais même remonter jusqu'au coordonnateur aussi. C'est une boucle. C'est une boucle à tous les niveaux. L'exemple-là, il est vraiment à titre informatif, mais il faut comprendre que chaque tâche comme ça du service ou chaque responsabilité peut être définie par rapport à chaque rôle, par rapport à chaque acteur. C'est là que c'est important que ça soit, on avait parlé aussi de dire de façon de mettre ça défini, écrit et communiqué aussi. Ça, c'est super important. Et la boucle, elle peut être d'individu ou organisationnelle. La boucle peut revenir au coordonnateur, mais peut revenir à tes principes de formation, d'accueil. Fait que c'est une boucle sans fin. Là. Donc, la qualité, elle est dans toutes les actions, dans toutes les choses. On ne l'a pas amené parce que ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui, mais justement, les boucles de qualité comme ça font des boucles de rétroaction et puis c'est ça qui fait l'amélioration continue. Parce que quand tu as fait ta boucle, la deuxième séquence, tu vas de plus en plus améliorer ta qualité et tes résultats. Pour ne pas le nommer, c'était la boucle d'énigme. Mais c'était ça que ça m'a fait penser à ça quand on a parlé. Moi, je voulais juste revenir sur la question, c'est qu'on va à la qualité attendue, mais il faut normer aussi la façon qu'on fait nos audits. Dans un contexte d'un CIUS avec grand territoire, c'est sûr que là, on veut mesurer, on veut contrôler, mais il faut s'assurer que les méthodes qu'on utilise, ça soit standardisé aussi. Parce que c'est d'un individu à l'autre, ça peut déjà être difficile. Je pense qu'il y a un enjeu de formation par rapport aux gestionnaires sur comment on fait nos audits, la façon qu'ils sont compilés, visualisés, pas juste la technique, là, mais la façon de la mesurer. Ça, je pense que c'est quelque chose qui trop souvent est... Un petit test que j'ai fait souvent avec mes chefs, vous prenez 4-5 individus, faites-le visiter un espace, puis faites-le faire un audit de qualité. Vous allez voir que la perception, la façon de coter les choses peuvent être loin un de l'autre. Donc, c'est là aussi qu'en tant qu'équipe, quand on dit d'établir un standard, il faut que l'équipe ait la même vision du standard et qu'il l'évalue de façon similaire et comparable pour pas qu'on ait des écarts dans la norme. Exact. Parce qu'on ne veut pas juste créer un historique de l'outil, on veut avoir des outils qui
au moins reflète la réalité parce qu'elle a été perçue Et similairement. et d'avoir la structure pour les faire, ces outils-là. C'est clair qu'il y a le taux d'encadrement. On a mis les chefs d'équipe, puis on a des superviseurs, dépendant des structures, mais d'amener les chefs d'équipe à faire certains outils dans des organisations, ils ne sont pas rendus là, mais devrait être le but à atteindre de dire c'est l'équipe qui est responsable de la qualité. Ça ne se repose pas juste sur le chef de service ou sur les cadres, c'est l'équipe. De faire un audit de procédure ou de séquence, que ce soit le chef d'équipe qui le fait puis qui en même temps fait du coaching, mais c'est de la qualité en tant que telle. Bien sûr, je pense que j'ajouterais une autre affaire avec ça, la qualité, parce qu'on est dans le domaine de la qualité, puis je me dis toujours, faire les contrôles, c'est une chose, faire les audits, c'est une chose, les analyser et prendre action en la suite, c'est là qu'il y a un gain. C'est faire des contrôles, des audits pour faire des audits, puis avoir une pile de feuilles qui reste sur le bureau après, ça ne sert à rien. Mais quand on prend le temps de les analyser puis de voir les actions qu'on prend par la suite, des fois, c'est une multitude d'actions. Parce que c'est vrai que les contrôles ou les audits vont amener j'appelle ça des correctifs ponctuels. Ah, on a vu telle affaire, on le corrige. Ah, on a eu telle plainte, on la corrige. Mais structurellement, si on analyse les plaintes, ce qui revient tout le temps, ces choses comme ça, c'est là. Quand tu prends du recul, tu peux regarder l'ensemble de tes résultats. C'est très important de prendre du recul puis de regarder, d'analyser ces résultats. Ça peut revenir à l'organisation de la tâche qui est efficiente. Oui. Ça peut aller à bien où l'équipement, le produit, il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a peut-être d'autres éléments au niveau des rôles et responsabilités qui sont importants. Dans le fond, les guides du ministère, je pense que c'est une des choses que trop souvent, on oublie qu'ils sont là ou peut-être une méconnaissance. Là. Et je trouve, à quelque part, parce qu'on le voit, dernièrement encore, j'ai fait des entrevues avec des chefs, ça me jette tout le temps à terre qu'un chef de secteur ou quelqu'un qui dit qu'il va s'en aller gestionnaire n'est pas capable de ménommer ou on sent la peu connaissance. Et il connaît ce qu'il fait sur le plancher, sa désinfection, ses protocoles de désinfection, mais lorsque c'est à ramener de où que ça vient, où que c'était pensé, ben c'est pas tout le temps clair, où on y a une méconnaissance souvent dans les guides et les références. Je dirais que le réflexe, sans les connaître par cœur, il faut connaître l'essence. Si je prends le guide des techniques, ben, il faut le connaître, il faut connaître le contexte global puis vers où on veut aller. C'est quelque chose que ces guides-là, c'est une base. Hein? Puis c'est une base, comment je peux dire, c'est. Je pense qu'on voulait dire que sont incontournables, mais c'est une réflexion qui a été faite comme, comment tu peux l'exprimer, ces réflexions-là par plusieurs experts. Parce qu'il y a des gens qui ont pris la peine, des comités multidisciplinaires pour essayer d'aller au fond d'un contenu ou d'un sujet, puis d'essayer d'en retirer là, ce qui est, dans le fond, les meilleures pratiques. Fait que dans le fond, cette réflexion-là, moi, je me dis, pour un nouveau gestionnaire ou quelqu'un qui veut avancer, comme Alain dit, si tu t'y réfères pas ou tu n'as pas lu, maîtrisé les concepts, ça va être difficile à un moment donné d'aller plus loin. Là, vu que la réflexion est déjà faite, dans le fond, on dit qu'il ne faut pas réinventer la roue. Absolument. Ça ne donne rien d'essayer de repenser une technique si au moins on ne vient pas se référer à une base que je pense qui est diffusée, commune, et qui en soi est reconnu aussi. Qui est reconnu. Par rapport à ça. Exactement. C'est sûr que dans un établissement, tu vas peut-être avoir une condition particulière. J'en ai écrit aussi des techniques de travail, on l'a tous fait. À un moment donné, une technique de travail écrite, c'est une technique, c'est un guide. Tu arrives sur le terrain, tu vois, mais telle place, il y a peut-être un outil pour telle raison que à telle place, on peut l'avoir besoin, que ce n'était pas dans le guide de base. C'est là qu'on s'adapte, mais comme tu disais, Alain, aussi, si tu ne connais même pas la table des matières, disons, de ces guides-là, j'avoue que c'est un peu troublant de se demander, mais c'est la base de mon métier, c'est la base des gestionnaires. C'est ça. Puis en même temps, il arrive des événements, on se fait challenger par les groupes de PCI, et on n'est pas capable on n'a pas la donnée probante pour
infirmer ou, ou discuter ou de le contredire, la norme. C'est donc basé sur ces guides-là que tu vas te baser pour écrire tes propres définitions de tâches puis tes propres procédures qui sont spécifiques à chaque établissement parce qu'il y a des demandes qui arrivent des fois, comme tu dis, des PCI, des soins. Ouais, puis ça va te donner une réflexion différente que d'appliquer, pour ceux qui ont évolué plus jeunes, puis qu'on on s'est fait dire, ben, c'est comme ça une route de travail que ça devrait être. Moi, je pense que dans tout ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a un peu démantelé ces concepts-là. La spécialisation des tâches, de se donner de la marge de manœuvre. Quand avant, le concept, c'était l'employé d'hygiène, il fait tout sur son secteur. Bien, on a réalisé avec le temps, peut-être que c'était bon à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que c'est très difficile de maintenir. Il faut absolument penser out of the box, que c'est un petit peu différent. Là. Puis le modèle n'est pas nécessairement applicable partout. Ça te demande une analyse. Comme exemple, quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, dans le temps, il y avait une équipe de départ transfert. Puis je dirais que ce n'était pas, disons, nécessairement dans ma fibre de gestionnaire. Et avec le recul et le temps, je me suis rendu compte qu'au contraire, j'avais des gains appréciables et performants, ou surtout pour les patients, où que je réduisais les délais et tout ça. Donc, le concept était bon. Il faut se donner le temps, il faut le temps de le voir aussi. Propre à l'établissement, les conditions, la mission aussi, c'est clair. Quand on parle de spécialisation des tâches, avant, on mettait tout dans l'employé responsable de tout. Si on prend le polissage, on se battait sur 22 routes pour faire que les gens polissent le secteur. Puis là, qu'on mette un agent qui polie, j'ai un individu à me donner, à gérer le résultat. Tu ne te bats pas vraiment avec parce qu'il va voir la personne qui va choisir ça. C'est parce qu'elle va être bonne là-dedans, elle va aimer ça, elle va se spécialiser là-dedans. Ça va devenir aussi moi j'aime ça, je reviens encore sur la fierté, ça va devenir sa fierté d'avoir ses planchers polis. Puis ça va même favoriser, dans un certain sens, le travail d'équipe, parce qu'il va falloir qu'ils disent à ces gens, s'il vous plaît, lavez-moi mes planchers comme il faut, que je puisse venir les polir à telle période. C'est dur, puis tu as bien plus de chances, au final, de respecter ton devis de service à ce moment-là. Parce que tu as mis, évidemment, c'était pas applicable partout. Hein. Ça se peut, ça. C'est une notion de volume dans l'espace. Des fois, des volumes, c'est ça. Si tu es en hébergement, ça peut être bien différent. Puis même, j'irais jusqu'à dire, jour et soir, ça peut être différent aussi. Il faut être capable d'accepter que nos routes ne seront peut-être pas nécessairement pareilles, parce qu'il va en avoir. C'est sûr que plus c'est fluide, plus c'est facile pour la formation puis le suivi. Mais il ne faut pas penser non plus que ça va être un carcan fixe puis qu'il faut absolument que ça rentre là-dedans. Parce que par expérience, c'est ça qui a été nos embûches avec nos routes de travail. Puis moi, j'irais aussi à dire, la personne elle va être non seulement fière, mais elle va être, au niveau de la formation, bien, tu vas avoir des hyper spécialisations puis des gens qui deviennent, qui ont une affinité pour ces tâches-là, versus quelqu'un d'autre qui, lui, bien, peut spécialiser sur des désinfections, par exemple, mais que souvent, moi, en tout cas, ce que je réalisais avec cette tâche-là, c'est que les gens, la priorité, c'est de libérer des chambres, s'assurer que ce soit propre sur désinfecter, puis ils ont des délais pour le faire. Quand tu viens de dire, bien là, en plus, il faut que tu me la polices, ils n'ont pas le temps. Fait que dans le fond, l'idée de le retirer, la tâche de le donner à quelqu'un d'autre, ça nous donnait une soupape, au moins, pour avoir quelqu'un qui va le faire, mais peut-être à un autre moment. C'est ça. Puis en même temps, ces gens-là deviennent des références pour le père. Ah oui. La personne qui fait du polissage, dans d'autres secteurs où tu as, disons, distribué la tâche à tout le monde, des fois, ça peut être des gens conseillent, dire, avec tel plancher, prends-toi comme ça pour telle raison. Donc, ça vient contribuer à la qualité des secteurs puis des connaissances, le transfert des connaissances. Évidemment, tu veux dire référence pour le faire PAIRE. Oui. Ça nous amène, je passerai à l'autre sujet, qui serait l'infrastructure. Okay? Dans le fond, qu'est-ce que l'infrastructure? C'est une façon de voir, on a parlé un petit peu déjà du devis de service. Okay? Puis moi j'accorde toujours beaucoup d'importance quand je viens aider des établissements de parler de, est-ce que tu connais tout
l'ensemble de tes lieux. Puis ça, pour moi, c'est local par local. La superficie. Puis je fais souvent en partant un regroupement de tâches ou un regroupement par type de lieu dans lequel chaque type de lieu, je vais définir les tâches et les fréquences. C'est ce que j'appelle, dans le fond, mon devis de service opérationnel. C'est super important, c'est commun et c'est pour avoir fait, comme vous autres, en fait, travailler avec plein de gens dans le réseau, on voit que c'est très standard d'un établissement à l'autre. Le réseau, les centres des hôpitaux sont très standardisés au niveau des vocations d'espace. Puis ça, cette démarche-là, ça facilite d'avoir un devis de service égal, mais toujours est-il qu'il faut le savoir. Est-ce que j'ai 6 % de chambre ou 18 % de chambre? Est-ce que j'ai 20 % de corridor ou 3 % de corridor? Ça serait étonnant. Mais est-ce que j'aurais aussi beaucoup de planchers de céramique ou du vinyle ou du marmoléum? Ça va m'aider vraiment à comprendre la charge, les besoins de production que je vais avoir. Évidemment, il y a plein d'outils informatisés qui existent déjà. Il y en a qui sont plus vieux que d'autres, il y en a qui sont plus récents. Mais c'est ce qui vous permet, dans le fond, aussi d'évaluer à ce moment-là vos ratios personnels, vos ratios d'encadrement, puis ce qui m'amène inévitablement à parler de budget. Okay? Parce que quand on est rendu dans les budgets, évidemment, bien connaître son budget, 76, 44, 45, 46, 76, 50, les déchets biomédicaux, on vient de sortir un petit peu de l'hygiène et salubrité, mais c'est toujours important, ce volet-là, parce que c'est toujours quelque chose qui vous appartient aussi. Et bien souvent, quand on regarde les budgets, il faut être capable de les lire, surtout sans parler des sommes pour des fournitures ou des choses, juste dans le cahier de ton cahier de poste. Tu sais, as-tu du budget de remplacement pour les maladies? C'est quoi le ratio des fériés? Tu sais, nous, contrairement à d'autres secteurs, c'est 24/7, puis quand il y a un férié, il y a encore des patients, il faut s'en occuper. Là, donc, souvent, les gens ont une méconnaissance de leur budget, des marges de manœuvre. Donc, il y a toute une importance là au niveau du budget. Bien, c'est là que c'est important de faire la bonne ventilation parce que trop souvent encore, on a vu une mauvaise compréhension des sous-budgets 44, 45, 46, puis on rajouterait les déchets biomédicaux dans 76, 50. Un bel exemple, c'est que dans tous les établissements, il y a une cueillette de déchets biomédicaux. Il y a des gens qui ont du temps main-d'œuvre qui mettent là-dessus. Puis peut-être c'est plus facile pour ceux qui ont des autoclaves et qui ont du traitement à faire parce qu'ils peuvent isoler peut-être une personne ou une route de travail. Mais par contre, c'est tous les autres qui font de la cueillette un peu partout. Ça, ces heures-là, il faut qu'ils se retrouvent dans le budget 50. C'est important de le ventiler et de le sortir parce que sinon, ce qu'on retrouve, c'est qu'on met ça toujours dans l'opérationnel de l'hygiène de salubrité. Ça fait partie des enjeux. C'est là que les comparables de coûts de mètre carré, il peut y avoir des écarts faramineux dans les comparables. Et souvent, c'est quand on va les forer qu'il faut être capable de les expliquer. On peut en parler aussi pour les tâches fonctionnelles. On peut prendre l'exemple aussi pour les tâches fonctionnelles. Je reviens au niveau budget, les ressources humaines, c'est la grande majorité. Souvent, dans les budgets, là, j'analysais je me suis amusé, j'ai analysé toutes les RS-471 du réseau. Puis, parce que c'est public, on a regardé ça là-dedans. Puis, les ressources matérielles au niveau des fournitures de votre charge, ça représente à peine 6, 7, 8 % dans chaque établissement. Donc, ça veut dire que vous avez entre 92 et 94 % de main-d'œuvre. Okay? Donc, est où la valeur? Où est-ce qu'il faut optimiser le plus? C'est la main-d'œuvre. Puis, pas réduire, juste s'assurer que, comme on a écrit, est-ce que le plan de formation, puis que c'est bien, comment est-ce qu'on gère les présences, comment est-ce que les équipes de travail sont bâties, c'est ça qui va optimiser. On a parlé des travaux spécialisés, puis ça rejoint tout ça. Faire des routes de travail équilibrées, ça vient faire en sorte que tu vas performer mieux. Donc, on veut de la performance, puis pour ça, il faut que les gens aient des routes de travail claires, des secteurs définis, puis des tâches spécialisées bien précises dans chaque type de centre. Et souvent, on met énormément d'efforts dans les ressources matérielles
à essayer d'économiser une pièce ou deux sur des fournitures, on prend beaucoup de temps là, au lieu de prendre beaucoup de temps au niveau du gain qu'on pourrait avoir dans les ressources Nous, humaines. l'importance d'avoir des bons équipements, de bons, pas oui, c'est ça. être capable de... Donc, tu sais, lorsqu'une tâche prend plus de temps parce qu'on n'a pas le bon équipement, ben, la dépense, elle est plus grosse si on l'isolerait. C'est sûr. Si on ne peut pas faire mécaniquement, là, va te coûter pas mal plus cher en main-d'œuvre. J'avais un exemple, récemment, je travaillais, puis c'était un CLSC, mais la dame, on l'a équipée d'un balai mécanique, puis tout d'un coup, sa tâche s'est retrouvée allégée. Là, elle dit, là, maintenant, j'ai le temps d'aller polir mes bureaux, puis de faire. Donc ça vient changer toute la donne, d'avoir le bon équipement. Puis des fois, il n'y a pas de. C'est pas une question nécessairement de marque, mais la qualité de l'équipement est importante parce que même si tu te donnes un équipement, puis l'équipement fonctionne tout croche, ou finalement, même un accessoire qui te rendrait. Qui est mal adapté. Qui est mal adapté, qui fait finalement, j'étais mieux avant, c'est pas mieux. Il faut faire attention au choix des équipements, puis même le choix des produits. Un produit qui n'est pas assez, qui n'est pas bien balancé pour faire la tâche qu'on lui demande, ça marche pas. Trop souvent, les gens essaient un peu n'importe quoi. Là. Il y a quelqu'un qui récurrait avec du chlore cette semaine. C'est une vieille technique. Là. Je l'avais entendu depuis longtemps. J'ai toujours celui avec le Old Dutch, c'était quand même bon, mais celui-là avec du chlore, parce que ça ne sert absolument à rien de faire ça. Ouais. Encore aujourd'hui, des fois, il y a des concepts du bon produit à la bonne place, du bon équipement à la bonne place, performant, de qualité. C'est sûr que ça va supporter tout ce qu'on pense en main-d'œuvre. On finira par travailler sur le plan de formation à ce moment-là. Une fois que tout ça est établi, ben, là, on passe à l'action. Puis, dans un cas précis, c'était après l'analyse, justement. C'est que tu as laissé le temps, tu as pris le temps d'analyser puis de regarder puis de dire je ne viens pas faire le bulldozer pour tout changer. Je viens juste, je vais regarder la situation, prendre un pas en arrière, puis se rendre compte que là, c'était bien. Ça m'amène aussi à parler que dans notre quotidien, là, je ramène un élément, moi, parce que je base beaucoup de choses là-dessus. On l'appelle la matrice de Eisenhower, qui était un président américain. Puis, ça avait été repris aujourd'hui par un monsieur qui s'appelait Covey, qui, dans le fond, faire immédiatement soi-même les activités urgentes et importantes, c'est parce que ça, le feu est pogné, finalement. Quand le feu est pogné, on le fait, on agit et moins de temps à la réflexion. Mais ce qu'on veut faire le plus, dans le fond, c'est planifier. C'est prendre les activités qui sont importantes mais peu urgentes, prendre le temps de les planifier soi-même, puis éventuellement, ça va nous permettre de communiquer puis déléguer ces tâches-là et de faire avancer. Puis c'est ça qui va éviter que le feu prenne. Donc, ça en contrepartie, avec des fois, il y a des tâches qui ont l'air urgentes, mais qui ne sont pas si importantes. Ça, c'est important de les déléguer vite. Peut-être parce que pour d'autres personnes, ça devient... ce qui est important, qui est urgent, pardon, pour quelqu'un, n'est pas nécessairement urgent pour toi, il ne vient pas, dans le fond, rencontrer ta mission. C'est toujours par rapport à notre mission, justement, ces éléments-là. C'est quoi ta mission? Si tu ne veux pas ta mission, ce n'est peut-être pas important pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ça soit fait. Puis finalement, ce qu'on veut éliminer dans notre journée, c'est des tâches qui seraient peu urgentes et peu importantes. Ça, c'est à proscrire. Et ce que tu veux favoriser, c'est vraiment la planification de tes tâches. Puis évidemment, veut pas, il y aura toujours des urgences. Mais il faut se rendre compte que de travailler que dans les urgences, ça ne te permet pas d'avancer. Ça te permet de rester à flot. Ça te permet d'être des fois ou de rester à flot si on va sur l'eau, mais ce n'est pas quelque chose qui va augmenter tes performances ou des choses comme ça. Ça va juste éteindre des feux. C'est ce qu'on ne veut pas faire. C'est clair. Donc, on fait un petit résumé. Un petit résumé, les 4 principes organisateurs fondamentaux, la mission, les valeurs, les rôles et responsabilités, l'infrastructure, les actions et décisions. Si je me permets aussi un commentaire, c'est qu'au début, on vous disait là, que c'était le premier de 4 modules. Et c'est clair que chaque module, là, que ce soit la mission, la vision, les modules, on va aller forer dans le deuxième temps avec plus d'exemples, avec des modèles. On va aller forer chaque branche. Chaque principe. C'est ça. C'est un petit résumé de quelque chose qu'on aurait pu parler, effectivement,
beaucoup plus encore, puis rentrer dans des détails ou avec des exemples plus précis. On est allé d'anecdotes de nos connaissances. C'était pour faire comme ça d'un premier webinaire, ce qui va faire en sorte que ça me donne dans le fond un peu la présentation que les prochaines vont peut-être faire partie. On est en train de regarder, la HSS en fait est en train de regarder, puis je les aide un petit peu là-dedans, comment est-ce qu'ils pourraient développer une plateforme en ligne qui contiendrait les vidéos. Donc, cette vidéo-ci se retrouverait probablement au tout début dans la plateforme. Les vidéos, du colloque. Exactement. Donc, tout ce qui est formatif pourrait aller là. Puis, vous viseriez probablement, si j'ai bien compris aussi, même des plateformes qui peut-être permettraient des quiz, des attestations. En fait, c'est un chantier, qu'on pourrait dire, comme vous en menez plusieurs de front, qui débute. Ce qui fait que par la suite de ce webinaire, les membres de la HSS devraient recevoir un petit sondage d'intérêt pour voir comment vous voyez ça. Comment vous voyez ça? C'est vos quoi? Besoins. Exactement, vos besoins. Merci. C'est un peu le but. C'est nous, on est allé avec l'idée d'une discussion comme ça, un peu large, mais je pense avec des exemples assez concrets. Mais de pouvoir aller forer dans des sujets précis, ben c'est ça. On a besoin un petit peu de votre aide à savoir c'est où qu'on met nos billes, puis c'est quoi qui sont les priorités. C'est notre souhait à la HSS. Puis de travailler avec des partenaires qui sont capables de nous aider au niveau technique puis contenu, c'est très intéressant. Donc, on termine en vous disant merci. Alors, on a mis 3 petits nains de jardin, puis on vous salue. Et voilà, merci. Merci. À la prochaine. Bonne journée.